Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, une décision historique aujourd'hui qui va avoir un impact sur plein de crypto-monnaies. C'est assez fou, honnêtement, je m'attendais pas à ça. On fait un revirement de situation énorme au niveau de la décentralisation. Je vais vous parler de plein d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler de Uniswap. Je vais vous parler aussi d'une nouvelle chose qui vient de sortir, qui a été annoncée sur le réseau Ethereum, qui devrait encore une fois aider à la décentralisation. On va parler de Justin Sun et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Tout d'abord, le cours des cryptos BTC 95 587 plus 2%, Ethereum plus 7%, 3560 $, le marché en hausse d'environ 4%. Et juste avant de vous parler du coup des news et justement de la décision de justice, il y a une annonce que je m'attendais pas à voir. On a Tether qui vient d'annoncer qu'ils se retiraient complètement de l'Union européenne au niveau de leur stablecoin EURT. Donc ils arrêtent tout simplement le stablecoin euro qu'ils avaient lancé, le EURT. Complètement. Pourquoi? Parce que le contexte réglementaire en Europe est pas clair, parce que ça ne leur convient pas, parce qu'il leur faut quelque chose de plus adapté. Ils avaient dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec MiCA. Du coup là, c'est clairement un acte de se retirer complètement du marché européen pour le EURT. Ça veut dire que s'il va disparaître petit à petit le EURT, le stablecoin principal, l'USDT, lui ne va pas disparaître, mais petit à petit il est en train de disparaître des exchanges européens. Donc vraiment on est en train d'assister à la mort petit à petit de Tether en Europe. Donc est-ce que ça va avoir un impact sur l'USDT à une échelle plus à l'échelle planétaire? Ça va continuer d'exister l'USDT aux États-Unis et dans tous les autres pays, c'est juste qu'en Europe ça risque de compliquer les choses, et je crois du coup que l'USDC va commencer à avoir de plus en plus de parts de marché, l'USDC et l'ERC. Ensuite, je vous ai dit, très grosse décision de justice nous venant des États-Unis autour de Tornado Cash. Alors, ce que vous vous rappelez de Tornado Cash, le sorte de mixeur, c'est un outil en fait sur le réseau Ethereum qui était déployé aussi sur d'autres blockchains, qui permet de rendre anonyme les fonds qu'on reçoit sur son wallet. Sur la blockchain, tout est public par défaut. Grâce à Tornado Cash, vous pouvez venir et casser ce lien avec un wallet pour envoyer les fonds sur un autre wallet sans qu'il y ait plus de lien entre l'un et l'autre. Donc ça a une réelle utilité pour des questions de confidentialité. Si on reçoit un paiement de quelqu'un, on n'a pas envie que cette personne puisse suivre tous les achats qu'on fait ensuite. Donc c'est tout à fait légitime d'utiliser ce type d'outil. Mais il y a quelques temps maintenant, il y a eu une décision au niveau de l'OFAC, donc ça dépend du département du Trésor aux États-Unis, où ils ont mis les adresses du Tornado Cash sur liste noire, les adresses des smart contracts de Tornado Cash sur liste noire, ce qui faisait que c'était complètement interdit d'interagir avec ces adresses-là. Avec MetaMask, on peut plus interagir avec ces adresses-là, et enfin par défaut, avec la configuration par défaut, et tous les sites vraiment ont bloqué l'accès à Tornado Cash. Ça a rendu les choses très compliquées, c'était quasiment la mort de Tornado Cash. Et là, il y a eu une décision de justice qui a dit en fait que les décisions de blocage et de mettre les adresses des smart contracts sur liste noire de Tornado Cash sont tout simplement illégales, et l'OFAC n'avait pas le droit de faire ça. Ils sont allés au-delà de leurs prérogatives. Pourquoi? Parce que ces décisions ne peuvent être remises d'interdiction, de blacklisting, que sur des choses qui appartiennent à quelqu'un. Or, les smart contracts de Tornado Cash sont immuables. Ils sont déployés sur la blockchain. Il n'y a aucun droit dessus. Il n'y a aucune personne ne peut venir et modifier les smart contracts. Ils ont été déployés. Et il n'y a pas d'accès administrateur, il n'y a pas de personne qui peut venir les modifier, il n'y a personne qui peut venir empêcher les Nord-Coréens de faire des choses sur Tornado Cash, parce que c'était ça le sujet. Il y avait des acteurs de type Corée du Nord qui utilisaient ça pour blanchir les fonds. Ils ont dit mais vous ne pouvez pas mettre en place quelque chose sur ces smart contracts, vous ne pouvez pas interdire l'accès smart contracts parce que ils n'appartiennent vraiment à personne. C'est pas une propriété. Eux, en fait, ce qu'a le droit de faire l'OFAC, c'est mettre des sanctions sur des comptes en banque de personnes, par exemple, des choses qui appartiennent à quelqu'un. Mais ils ont dit les smart contracts n'appartiennent à personne, vous ne pouvez pas les bloquer. Bien sûr, parce que c'est des smart contracts immuables qui n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de propriétaire, ils n'ont pas il y a personne qui a de droits spécifiques dessus. Ça veut dire en fait que les décisions de l'OFAC ne peuvent pas s'appliquer à des smart contracts réellement décentralisés, immuables. Et ça, c'est assez énorme. Le token Tornado Cash a complètement explosé. On est passé de 3 $ à un plus haut de 35 $, donc on a quasiment fait un x10 suite à cette annonce. Depuis ça a baissé, on est à 385% de hausse, mais c'est tout de même énorme. Alors attention, ça veut pas dire qu'il y a plus de risque pour Tornado Cash.
Au contraire, il y a d'autres parties de Tornado Cash qui peuvent toujours être bloquées, en tout cas, et être sanctionnées, et notamment la partie relayeur. Disons que c'est ce qui permet de renvoyer les transactions. C'est un réseau à part, lui, où il y a des smart contracts qui sont modifiables, donc là, il y a un risque clairement, et notamment pour le token aussi, c'est ce que nous dit Gabriel Shapiro, qui est un spécialiste, mais en tout cas, les smart contracts eux-mêmes ne sont pas concernés, et ça, c'est assez énorme, et ça montre vraiment la spécificité des vrais projets crypto décentralisés. Ben, au final, ils sont juste en train de nous dire ce qu'on sait déjà, c'est qu'une fois qu'un smart contract est déployé et que personne ne peut y toucher, ben il existe pour toujours Tornado Cash, même s'ils ont mis les décisions de l'OFAC pour le bloquer, ça a rendu l'accès difficile, mais le smart contract continue d'exister et continue d'être utilisé. Alors il y a plein de tokens qui sont en train de pump suite à cette annonce. Pull Together plus 23% de hausse. Pourquoi? C'est une loterie complètement décentralisée. Donc pareil, il n'y a pas d'accès administrateur, donc c'est en train en fait, le marché est en train de réaliser que ça pourra jamais être bloqué totalement. On a Zcash lui aussi, hausse de 26%. Là, on est plus sur la même thématique d'anonymisation des cryptos. On a Railgun aussi qui lui se veut vraiment être un concurrent de Tornado Cash, où ils ont mis en place un certain nombre de mesures pour exclure des acteurs tels que la Corée du Nord. Quand vous faites un trade, quand vous réalisez une transaction, il y a 1 heure d'attente pour qu'il y ait un certain nombre de contrôles. Et lui aussi, du coup, forte hausse. Et Liquity, dans une certaine mesure, Liquity, c'est un protocole aussi qui est complètement immuable. J'en ai longuement parlé, c'est un de mes protocoles favoris, on va dire. Et lui aussi, 16% de hausse. Personne ne peut stopper Liquity. Et là, la V2 arrive d'ailleurs très très bientôt. Bref, tout ça pour dire vraiment c'est assez énorme. Maintenant, il faut encore qu'il y ait une autre décision, on va dire qui doit être validée par un autre juge pour valider tout ça, mais globalement c'est vraiment une très bonne chose qui vient de se passer. Ça va changer beaucoup de choses pour la suite, pour les vrais cryptos décentralisés, pas pour les cryptos qui ne sont pas décentralisés. Je sais que les gens ne font pas trop la différence parce que c'est compliqué vraiment d'analyser la décentralisation réelle d'une crypto. Il y a un outil qui vient de sortir, est-ce que je vais le trouver ici? Il s'appelle DeFi Scan. Il vient de sortir, il est très intéressant, il permet d'analyser vraiment la décentralisation de projets crypto. C'est un peu comme le L2Bit, pour ceux qui connaissent, pour les Layer 2. J'espère que c'est le bon site, ça devrait charger, et ça vous permet d'avoir en fait une vision de la décentralisation des divers projets crypto. Bon, là j'arrive pas à l'ouvrir, mais vous aurez compris, ça marche très bien. Ah voilà, j'ai retrouvé defiscan.info, ça vous donne le niveau de décentralisation réelle, et regardez, Liquity niveau 2, Pull Together niveau 2, ça vient de se lancer, donc ils rajoutent les protocoles petit à petit, mais vous voyez bien que les protocoles centralisés, c'est la majorité, et Aerodrome par exemple, c'est centralisé, Vélodrome et beaucoup d'autres ne sont clairement pas au niveau de Liquity ou de Pull Together. Il y a très peu de protocoles qui pourront vraiment être Stage 2, c'est-à-dire le dernier niveau de décentralisation. Plus personne n'a le droit sur ce protocole. Et en parlant d'autres protocoles décentralisés, on peut citer Uniswap. Uniswap lui aussi, les smart contracts ils sont immuables. La seule chose qui peut être modifiée sur les smart contracts précédents, c'était le fee switch, c'est-à-dire l'activation du partage de revenus ou non. Là, Uniswap, il nous prépare cette version 4 qui va être complètement incroyable a priori. Et ils viennent d'annoncer quelque chose d'assez fou, un bug bounty de 15,5 millions de dollars. C'est-à-dire, ils donnent 15,5 millions de dollars si quelqu'un arrive à trouver une vulnérabilité critique dans la prochaine version d'Uniswap. Les codes est disponible, n'importe qui peut venir étudier le code et trouver des failles de sécurité. Ça montre vraiment à quel point Uniswap fait attention à sa sécurité, et ils sont obligés de faire ça parce qu'une fois qu'ils déploient le code, il est immuable. Une fois qu'il y a des centaines de millions de dollars sur le protocole, plus personne ne peut le modifier. S'il y a une faille de sécurité, c'est malheureusement trop tard. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte le plus de vulnérabilité de sécurité en avance de phase pour éviter qu'il y ait un problème par la suite. Mais attention, je vous avertis, c'est extrêmement compliqué de trouver quelque chose. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui va trouver quelque chose parce qu'il y a eu plus de 9 audits indépendants sur Uniswap. On a eu OpenZeppelin, Sperbit, Certora, Trailovit, bref, que des grands noms des auditeurs crypto. Sperbit, c'est honnêtement les meilleurs. OpenZeppelin, ils sont très bons aussi. Bref, ça va être très dur pour une personne lambda de trouver une faille, mais c'est bien de faire ce type de choses pour attirer quand même des chercheurs et essayer de sécuriser davantage le protocole. Ensuite, on a quelque chose qui vient d'être annoncé sur le réseau Ethereum, c'est Buildernet. Buildernet, c'est quelque chose qui veut venir décentraliser les blocs
les réseaux de block builder. Les block builders, vous connaissez peut-être pas, mais c'est ceux qui sur le réseau Ethereum construisent les blocs, et c'est extrêmement centralisé sur le réseau Ethereum. Il y en a deux qui ont 90% de part de marché, Beaverbuild et Titan. Donc c'est pas les validateurs, c'est les validateurs qui font appel aux block builders pour construire les blocs et inclure les transactions dans les blocs de la manière la plus optimale possible. Et Buildernet, ils veulent venir décentraliser tout ça. C'est lancé par Flashbot, donc ils sont très connus aussi sur ce type de problématique. Et c'est une très bonne chose pour venir régler ce problème de centralisation de Ethereum, parce qu'il faut qu'il y ait le moins de points de centralisation, parce que c'est ça qui peut entraîner de la censure, c'est ça qui peut entraîner une chute du réseau ou autre. Un réseau robuste est un réseau réellement décentralisé. Donc voilà, on a parlé de ça. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'était Justin Sun. Justin Sun, hier, je vous ai parlé de la news comme quoi il allait être conseiller, enfin plutôt il avait investi 30 millions de dollars sur World Liberty Finance, le projet de Donald Trump. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben, qu'il est nommé conseiller de World Liberty Financial Advisor, du coup du projet World Liberty Financial. Clairement dans le tweet qui dit: je suis honoré de rejoindre World Liberty Financial en tant qu'advisor, avec le président Donald Trump à la tête, dans le leadership, etc. Bref, il est en train de s'associer à Donald Trump. C'est un investisseur, on va dire, intelligent à ce niveau-là, au niveau de l'impact politique que pourrait avoir ça. On sait mon avis, c'est on sait qu'il a des problèmes avec la justice, aux États-Unis. Justin Sun, il avait été poursuivi, je sais plus, par la CFTC ou la SEC, ou les deux. Et du coup là, il est en train de se positionner, se rapprocher de Donald Trump et peut-être l'aider plus tard dans les poursuites qui risquent de disparaître potentiellement, par exemple avec l'arrivée du changement d'administration. Donc c'est bizarre, c'est un peu un mélange des genres, il y a, je pense, un conflit d'intérêts, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà moi mon opinion de pourquoi il a fait cet investissement de 30 millions de dollars qui représente, je vous ai dit hier, la majorité de l'investissement sur le projet de Donald Trump pour Liberty Financial. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la description si vous voulez booster votre portefeuille crypto ou apprendre des choses beaucoup plus techniques. Je peux vous offrir un accompagnement personnalisé, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir.